Alors j'attends que tout le monde soit assis et nous allons reprendre pour cette troisième table ronde intitulée L'avocat et l'environnement, un couple idéal, point d'interrogation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Corinne Lepage. Je ne vais pas décliner tous les titres, mais avocate au barreau de Paris et ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne. Jessica Simor, qui nous fait le plaisir de venir du Royaume-Uni, qui est barrister à Londres. Frédéric Bach, procureur européen pour la France au parquet européen à Luxembourg. Et enfin, Lady Bianco, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme et avocat au barreau de Tirana, et également professeur à l'université de Strasbourg. Donc, Corinne, je vais te poser la première question. Quel regard portes-tu sur l'évolution du droit français et européen de l'environnement et quelles en sont les futures perspectives alors que les juridictions saisines, et nous le voyons tous les jours, et notamment très récemment à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu où s'est déroulée une audience en grande chambre dans une affaire portugaise, de multiples acteurs, donc, effectivement, saisissent les juridictions européennes en matière de droit de l'environnement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer ma propos en revenant sur ce qu'a dit Jean-Michel Darrois tout à l'heure, parce que je partage totalement, et je pense que l'environnement est une merveilleuse illustration de ce qu'il a dit sur le rôle des avocats. Avant de répondre à la question que tu m'as posée, je voudrais dire deux mots en introduction. D'abord que le droit de l'environnement occupe aujourd'hui dans le droit communautaire une place absolument considérable. Ce qui n'était pas évident, puisque l'environnement ne figurait pas dans les traités de Rome. Et qui a fait rentrer l'environnement dans le droit communautaire sont les avocats. Parce que ce sont eux qui sont venus poser des questions à la Cour de justice. Ça a commencé en 1996 avec un arrêt très important sur la compétence des juridictions des pays dans lesquels il y avait des pollutions marines. La question se posait de savoir qui est compétent. Est-ce que c'est le pays auquel appartient le bateau qui a pollué ou est-ce que c'est le pays qui est pollué? Il y avait évidemment un intérêt à ce que ce soit la deuxième solution. Et la Cour donc a tranché. Et cette première affaire ensuite a donné lieu à la première directive européenne qui était la directive sur le dioxyde de titane. Et le droit de l'environnement est venu également par les avocats qui faisaient du droit de la concurrence, parce que les questions environnementales étaient des questions qui étaient liées aux distorsions de concurrence. Et donc, en fait, c'est par les juges, mais comme l'a rappelé Jean-Michel Darrois, et là-dessus je ne peux qu'être entièrement d'accord avec lui, un juge, en principe, ne statue pas ultra petita. Donc, pour qu'il tranche, encore faut-il que quelqu'un lui ait posé la question. Et ça, c'est notre travail de le faire. Voilà. Et j'ajouterai, petit clin d'œil à l'anniversaire de DBF, que je me souviens encore dans les années 80, quand ce sont des membres de la commission, je pense en particulier à Ludwig Kramer, qui venaient faire de la formation pour les avocats sur les questions environnementales, parce qu'à l'époque, c'était franchement pas un sujet qui passionnait la profession. Alors, la question, c'est évolution du droit. Alors, je voudrais dire un mot sur le droit climatique. Je pense que ma consoeur barrister en parlera aussi. Mais la question du droit, de la justice climatique est, à mon avis, une des grandes révolutions à laquelle nous assistons. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se trouve en face d'un problème planétaire sur lequel on n'arrive franchement pas à progresser comme on devrait le faire. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Où on note une accélération des dégradations et pas vraiment une accélération au niveau planétaire, je parle des politiques. Et donc, des associations soutenues par des avocats ont eu l'idée d'aller trouver leur juge local, national, pour lui poser la question de savoir si on pouvait contraindre un État à faire plus que ce qu'il s'était engagé à faire. Et c'est en Europe que pas tout à fait, puisqu'il y a eu une décision américaine de 2007, de EPA contre Massachusetts. Mais enfin, la première grande décision, elle est
hollandaise. C'est l'affaire Urgenda qui a donné lieu à un jugement, un arrêt et une décision de la Cour suprême des Pays-Bas qui a dit, ben oui, vous les Pays-Bas, vous avez dit que vous alliez faire 19%, ben non, ce sera 25%. Et cette jurisprudence-là en a entraîné énormément d'autres, et ce sont les Européens qui ont été assez fer de lance là-dessus, sans entrer dans les détails, la France avec l'affaire Grande-Synthe, et l'Allemagne avec l'affaire Neubauer, rendue par la Cour de Karlsruhe, qui a en plus reconnu le droit des générations futures, ce qui est encore un autre sujet sur lequel je dirai un mot. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est bien la jurisprudence qui est venue pousser les États à faire quelque chose qui n'était pas une évidence, tenir un engagement qui avait été pris. Nous, on a plutôt l'habitude de penser que les engagements n'engagent que ceux qui y croient. En matière climatique, les juges sont venus dire, ben non, les engagements engagent ceux qui les ont pris. Et par conséquent, de nombreux États se sont vus contraints d'agir. Et aujourd'hui, je dirais que l'épidémie concerne les entreprises qui se voient exactement soumises au même type d'obligations. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est du droit national, mais non, ce n'est pas que du droit national. En fait, je prends souvent l'image de l'escalier. Imaginez des marches d'escalier. Eh bien, chaque décision nationale est une marche d'escalier qui permet de passer à l'étape supérieure en s'appuyant sur des décisions nationales rendues par d'autres juridictions. Et qui, en fait, est à l'origine de tout cela? Eh bien, c'est un travail, je dirais, de coopération entre les avocats et les magistrats, sachant qu'il y a quand même des liens maintenant très étroits entre les différentes cours suprêmes du monde entier. Et aujourd'hui, il y a plus de 1500 dossiers, procès en cours ou jugés, sur la question du dérèglement climatique. Deuxièmement, ce que je voudrais souligner, c'est l'apport du droit communautaire à ce sujet et de manière plus générale au sujet climatique. Les bases, c'est l'accord de Paris, les articles, mais aussi les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne détaillerai pas parce que je pense que ma consoeur reviendra sur ce point. Et tout le Green Deal, c'est-à-dire tout l'énorme base communautaire que nous avons aujourd'hui autour des engagements à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre, d'obtenir 42% d'énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique pour 2030. Alors, je ne sais pas si chacun réalise ce que ça veut dire, mais pour nous, Français, ça veut dire de réduire de 5% l'an nos émissions de gaz à effet de serre. On a fait péniblement 2,2% l'année dernière parce qu'il n'a pas fait froid et que le prix de l'électricité était très élevé. Donc, arriver à 5%, c'est un effort absolument colossal. Et donc, je pense que tout ce droit communautaire, avec la taxonomie, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, est un nouveau, je ne dirais pas monstre juridique, mais c'est vraiment un monument juridique qui va donner lieu, évidemment, à beaucoup de jurisprudence et d'interprétation que nous avons déjà. Je voudrais souligner aussi que la jurisprudence a été essentielle pour précéder ou interpréter le droit communautaire, et ça continue. En matière procédurale, j'ai parlé de la compétence tout à l'heure, en matière procédurale, en matière de fonds de droit, tout le droit des déchets, par exemple, il y a une directive, mais c'est une jurisprudence de la Cour de justice qui, en fait, a fait considérablement évoluer le sujet, notamment avec le fameux arrêt Erika, qui a écarté d'une certaine manière le droit maritime international pour juger quelque chose de simple qu'un avocat avait imaginé, de savoir si les boulettes qui se baladent en mer, c'est des déchets ou c'est pas des déchets. À partir du moment où on considère que ce sont des déchets, la directive déchets s'applique. Et par conséquent, elle doit se combiner avec le droit maritime international qui, lui, s'était bien organisé pour que les vrais pollueurs ne soient jamais poursuivis. Et puis, il y a des sujets totalement nouveaux, je voudrais dire juste un mot et je m'arrête après, sur cette affaire de droit des générations futures, qui est un sujet qui est vraiment sur la table, dont les Nations Unies vont se saisir l'année prochaine avec
Alors, je sais bien que parler de ça dans le contexte actuel paraît quelque peu utopiste, mais enfin, il faut quand même essayer de réagir à tout ce qui nous assaille. Ce droit des générations futures est vraiment un sujet qui est maintenant sur la table. Il y a un débat au Conseil constitutionnel français qui s'est tenu il y a 2 jours, à la suite d'une question préjudice d'une QPC posée à propos de l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, pour savoir si le fait d'enfouir de manière irréversible, à long terme, des déchets qui sont là pour 100 000 ans, est conforme ou pas conforme aux principes qui existent ou qui n'existent pas de préservation du droit des générations futures. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce que nous avons l'habitude de penser aux autres de nos générations, dans l'espace, bien sûr, pas seulement en France, ni même en Europe, mais de penser aux autres, y compris qui ne sont pas nés, pose des questions de droit totalement originales. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas né peut revendiquer un droit quelconque? La Cour de Karlsruhe a dit oui, et a considéré que la protection du droit des générations futures était un principe qui s'appliquait. La Cour du Montana a jugé la même chose il y a 1 mois ou 2, à la demande d'un trust d'enfants, de Children Trust, qu'il avait saisi. Donc, c'est des domaines qui sont totalement nouveaux, qui chamboulent tous nos principes, de même que l'écocide, dont on parlera peut-être tout à l'heure, parce que l'humanité est aujourd'hui confrontée à des enjeux qu'elle ne mesurait pas, qui ne sont même pas d'ordre historique. On dit qu'on est passé à l'Anthropocène, et ça veut dire un changement géologique, pas historique. Et donc, tous ces nouveaux sujets, y compris ceux des droits de la nature, sont des sujets qui sont sur la table et que nous allons devoir traiter. Et ce sera à nous, les avocats, de poser les bonnes questions aux magistrats pour permettre de faire avancer progressivement le droit. Les avocats, et je terminerai sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme aussi d'ailleurs, c'est en fait dans mon esprit une forme d'alliance de protection, d'une part contre les régressions du droit de l'environnement, qui sont toujours à l'affût parce que, évidemment, le droit de l'environnement contrecarre beaucoup d'intérêts économiques, mais également qui sont une source de progression absolument extraordinaire du droit de l'environnement qui est en train, à mes yeux, de devenir le droit commun de l'humanité. Merci. Merci Corinne pour cet éclairage. Alors nous allons passer de l'autre côté de la Manche, du côté du Royaume-Uni, et je vais demander à Jessica quels sont au Royaume-Uni les principaux enjeux du contentieux du droit de l'environnement. Merci de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus décevant. Je suis désolée, mais c'est difficile de parler en français. Avec ça, c'est même plus difficile. Bon, alors, je vais vous parler d'un cas en Angleterre. Beaucoup de choses ont changé au Royaume-Uni depuis le Brexit et malheureusement, nous sommes en ce moment dans une période de prudence judiciaire. Les politiciens exercent une forte pression publique sur le pouvoir judiciaire. Je ne dis pas que notre système judiciaire n'est pas indépendant. Il l'est, clairement. Mais nous sommes dans une phase du cycle où nos juges sont extrêmement prudents lorsqu'il s'agit d'intervenir dans la prise de décision de l'exécutif. Et je vais vous raconter un exemple, mais il y a beaucoup d'autres. J'ai représenté les Amis de la Terre dans une affaire qui opposait à United Kingdom Export Finance, UKEF. Il s'agit de l'Agence britannique de crédit de l'exploitation. Et en 2022, le secrétaire d'État au commerce et le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministère des Finances, ont décidé que UKEF devait prêter 1,15 milliard de dollars à Total Energy pour lui permettre de développer son vaste projet de gaz liquéfié dans la province de Cabo Delgado, dans le nord de Mozambique. Ça fait à peu près 7% des frais.
Le projet a été décrit par Total Energy comme l'équivalent d'un gisement de pétrole de 12 milliards de barils et Total vise à extraire 43 millions de tonnes de GNL par an pendant 32 ans des gisements de gaz offshore, ce qui représente des émissions totales d'environ 4,3 milliards de tonnes de CO2, soit à peu près 1% du budget carbone mondial, restant de 420 milliards de tonnes. Sur la base de la consommation actuelle sera épuisée dans 10 ans. Les décideurs britanniques ont pris la décision sur la base du fait que le prêt était entièrement conforme aux obligations du Royaume-Uni et du Mozambique dans le cadre de l'accord de Paris. La politique du Royaume-Uni à l'époque était qu'aucun financement de développement ne devait être fourni s'il n'était pas conforme aux obligations de l'accord de Paris. Un jour après cette décision, un autre organisme financier du gouvernement britannique, désormais appelé British International Investment, a publié sa décision de ne pas fournir de financement à de nouveaux projets de ce type, car cela serait incompatible avec les obligations du Royaume-Uni au titre de Paris. Et 6 mois plus tard, la même politique a été annoncée pour tous les financements britanniques, y compris ceux de UKEF. En outre, le Royaume-Uni a également défini cette politique dans une contribution déterminée au niveau national soumise à l'ONU. Il est désormais universellement admis, notamment par le IAE, que les seuils de température fixés par l'accord de Paris seront dépassés si de nouvelles ressources en combustibles fossiles sont exploitées. Et en réalité, on le sait depuis des années. Ainsi, pour revenir au dossier, les Amis de la Terre ont contesté la décision de financement de Total sur 2 bases. D'abord, que la décision avait été prise sur la base d'une erreur de droit, à savoir qu'elle était compatible avec les obligations du Royaume-Uni dans le cadre de l'accord de Paris. Cet argument repose sur plusieurs bases. Au centre de l'argument se trouvait l'obligation faite aux États à l'article 2, paragraphe 1, point C de Paris, de veiller à ce que les flux financiers soient alignés sur la trajectoire de faible émission, c'est-à-dire la trajectoire vers 1,5 degré. En outre, nous sommes appuyés sur l'obligation faite aux États développés aux articles 3 et 4 de prendre des mesures d'ambition maximale par le biais de contributions déterminées au niveau national pour atteindre les objectifs de température. Nous avons également pu faire valoir que le CDN ultérieur du Royaume-Uni, dans lequel il s'engageait à ne pas financer de tels projets. En effet, de manière étonnante, le gouvernement britannique a soutenu que le projet augmenterait en fait les émissions mondiales et qu'il n'était donc pas nécessairement aligné sur les voies des faibles émissions, comme écrit dans l'article 2.c. Le deuxième argument que nous avons avancé est qu'aucune personne rationnelle n'aurait pu parvenir à une conclusion des conséquences de la décision sur le changement climatique, car l'étude pertinente sur le changement climatique avait conclu qu'il n'était pas possible de calculer les Scope 3 emissions, c'est-à-dire les émissions provenant du GNL qui sera produit par le projet. La décision a donc été prise sans connaître les émissions de gaz à effet de serre qui en résulteraient, alors qu'elle aurait pu facilement être calculée par les méthodologies établies. Lors de la divulgation, nous avons découvert qu'il y avait eu un désaccord massif au sein du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires et le secrétaire d'État développement ayant tous déclaré que le projet violait les obligations du Royaume-Uni au titre de Paris et ayant tous exprimé leur désaccord avec la décision. De même, les conseillers spécialisés ont déclaré que les études pertinentes étaient fondamentalement erronées car elles n'avaient pas mesuré les conséquences du projet en termes d'émissions. Si l'on tient compte de tous ces points,
vous pouvez voir que nous avions un dossier très solide. Peut-être même un dossier impossible à perdre. Malgré cela, par expérience, je savais qu'il serait presque impossible de gagner. Et c'est là que l'idée du couple idéal commence à s'effondrer. Tout d'abord, il a été question de l'interprétation directe de l'accord de Paris par les tribunaux britanniques. Au Royaume-Uni, nous ne pouvons pas invoquer le droit international devant nos tribunaux nationaux, sauf dans 2 cas. Soit le droit international a été transposé dans le droit national, ce qui n'est pas le cas avec l'accord de Paris, soit la décision de l'exécutif a été prise sur la base d'un avis concernant la signification du droit international et cet avis était erroné en droit. C'est l'argument que nous avons avancé. Pour autant que nous le sachions, il s'agissait de la première affaire du monde dans laquelle l'accord de Paris et les dispositions relatives au financement en particulier devaient être interprétées par un tribunal national. Ce n'est pas quelque chose que les tribunaux britanniques auraient voulu faire. Deuxièmement, il s'agissait du financement des combustibles fossiles. Là encore, au niveau politique, je savais que les tribunaux seraient extrêmement nerveux à l'idée de s'impliquer dans ce type de prise de décision gouvernementale. Lorsque nous sommes finalement arrivés devant le tribunal, le gouvernement a concédé la justiciabilité. Il a accepté que le tribunal puisse déterminer si le décideur avait été correctement informé que le financement était compatible avec les obligations de Paris. Cependant, le gouvernement a soutenu que l'accord devrait appliquer ce qu'il a appelé une norme de tenabilité. L'accord, disait le gouvernement, devrait se demander si l'interprétation de l'accord de Paris par le gouvernement était tenable plutôt que correcte. Il a ensuite défendu une position totalement incohérente sur la signification de l'accord de Paris, affirmant qu'il n'était que aspirationnel, qu'il n'était pas juridiquement contraignant, qu'il n'empêchait pas le financement de projets qui augmentaient les émissions mondiales et d'autres arguments absurdes. La Haute Cour a été saisie par 2 juges en désaccord total l'un avec l'autre. L'un d'eux a estimé que la décision était tout simplement irrationnelle et contraire aux obligations du Royaume-Uni aux vertus de l'accord de Paris, notamment parce que les émissions prospectives n'avaient pas à être calculées. L'autre a estimé que l'accord de Paris, et en particulier article 2.1c, était intérieurement contradictoire et dépourvu de sens car, selon lui, les besoins en matière de développement et les besoins en matière de changement climatique étaient en conflit, ce qui est manifestement erroné si on se réfère à la déclaration de Stockholm de 1972 et plus, et plus, et plus. Et bien sûr, la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités. La Cour d'appel a rendu un 3e jugement, différent des 2 de la Haute Cour, rejetant notre affaire et estimant qu'il était défendable que le gouvernement ait conclu, bien que personne n'ait expliqué comment, que le financement de ce projet était conformé à l'accord de Paris et n'avait pas besoin de mesurer les émissions parce qu'il savait qu'elles allaient être énormes et augmenter les émissions mondiales, de sorte que l'ampleur n'avait pas d'importance. Enfin, la Cour suprême, qui s'est vu proposer de 3 jugements différents et la première affaire du monde à interpréter l'accord de Paris, a refusé l'autorisation de faire appel sur la base d'une seule ligne. L'affaire est incontestable. À la lumière de la calamité à laquelle le monde est confronté, il est difficile d'accepter que les nombreuses personnes restent dans la bulle, complaisantes à l'égard de la science, complaisantes à l'égard de l'avenir et protectrices de leur position. Après 30 ans de litige, je n'ai aucun doute sur le fait que cette affaire n'était pas seulement défendable, mais impossible de refuter légalement. Et c'est parce qu'elle était sans réponse que la Cour suprême a décidé de ne pas accorder une audience.
C'est une triste indication de la situation actuelle au Royaume-Uni. Mais bien sûr, ce n'est pas sur la situation d'ailleurs. Alors, j'allais parler un peu de Clima Seniorinnen, qui était le cas à Strasbourg, mais peut-être j'ai déjà pris le temps, parce que je sais que... On pourra y revenir après, oui, peut-être. On peut revenir dessus? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. Lady, donc le juge européen que vous avez été a été confronté donc à de nombreux contentieux environnementaux. Comment percevez-vous, à l'occasion de ces contentieux, le rôle de l'avocat et le rôle du juge? Merci Laurent. Je ne sais pas si ça marche. Vous m'entendez? Oui. Merci Laurent d'abord pour cette invitation à cet événement qui me semblait très intéressant et à la fois pour les questions. Si vous me permettez, je peux commencer par une parenthèse pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, donc le rôle de l'avocat. Donc je suis albanais et je suis membre du barreau à Tirana en Albanie. Et je voulais vous raconter une histoire qu'entre 66 et 90, le rôle de l'avocat a été aboli par le gouvernement communiste en Albanie. Donc il n'y avait pas d'avocat. Et le raisonnement, c'était que les accusés, les partis, n'auront pas besoin d'un avocat parce que c'est le parti qui va protéger, le parti communiste qui va protéger leurs intérêts. Les conséquences de cette législation, moi personnellement, je les sais très bien. J'ai vu des affaires dans les archives des tribunaux de Tirana et ailleurs. Ils sont terribles. Mais vous voyez, le rôle de l'avocat dans un état de droit, dans une démocratie, pour empêcher les dérives autocratiques, il est primordial. Donc, il est vraiment crucial. Et il y a des pays qui en ont fait les frais. En ce qui concerne les questions, je passe sur la question environnement. Donc, 3 questions que j'ai assumé à traiter aujourd'hui. L'absence de la base légale dans la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'environnement. Il n'y a aucun mot environnement dans le texte de la Convention en tant que tel. Tout simplement parce que quand la Convention a été rédigée en 1950, ce n'était pas du tout la préoccupation. Jean-Paul Costa, l'ancien président de la CEDH, il a dit, donc la préoccupation, c'était l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, donc personne n'y pensait de l'environnement. Et l'environnement est entré, même dans le discours droits de l'homme, relativement tard, dans les années 70, la conférence de Stockholm en 72 et par la suite, et au début, et dans une grande mesure, par des documents non contraignants. Donc la Convention ne le mentionne pas du tout. Et toutes les requêtes qui faisaient des références à l'environnement ont été systématiquement rejetées jusqu'aux pratiquement les années 90. À partir de là, on peut encore une fois souligner le rôle des avocats. Parce qu'en effet, ce sont les avocats, par leur imagination, par leur attitude progressiste, que dans une certaine mesure a été mentionné ce matin aussi, ont poussé, Madame Lepage vient de le dire, ont poussé pas seulement la Cour de Luxembourg, mais aussi la Cour à Strasbourg, l'ont poussé à trouver l'élément environnement dans plusieurs articles de la Convention. Le premier, c'était López Ostra contre Espagne en 1994, mais aujourd'hui, on trouve des questions environnement, pas seulement dans le cadre de l'article 8, qui est le plus souvent cité dans les affaires environnement, mais aussi article 2, article 3, article 6, article 10, qui est très important, droit d'avoir une information en matière environnementale, article 11, article 1, protocole 1, droit de la propriété. Donc, on le trouve partout. Donc, d'un certain point de vue, cette absence de texte a montré l'importance du rôle de l'avocat dans le discours environnement devant la CEDH.
Et la situation est telle qu'aujourd'hui, la Cour elle a rendu plus de 300 affaires en matière environnementale. Et il y a eu même quelqu'un qui a assumé la responsabilité d'écrire une thèse sur l'environnement et la Convention européenne des droits de l'homme. Donc un texte qui n'a aucune référence sur l'environnement, on peut même faire une thèse, une très belle thèse d'ailleurs. Malgré cela, il y a des tentatives actuellement d'ajouter un protocole à la CEDH en ce qui concerne la protection de l'environnement. Bien entendu, les avocats et même les juges se trouvent dans une situation meilleure, on peut dire, plus assurée, s'il y a des textes positifs qui prévoient des obligations précises pour les États en matière d'environnement. Il y a un projet de protocole par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. On va voir comment ça progresse. On pourrait aussi ajouter un autre élément, que la Cour européenne des droits de l'homme, elle a toujours dit que la Convention ne peut pas s'appliquer dans le vide. Donc il faut tenir compte de toutes les autres sources de droit international. Et dans ce cadre-là, les accords de Paris, on va voir leur utilité dans les affaires qui ont été entendues cette année. Donc la première en mars, la deuxième il y a 3 semaines devant la Grande Chambre à Strasbourg. Le deuxième point qui me semble très important en ce qui concerne les affaires environnement, la qualité de victime. C'est peut-être la difficulté majeure pour les avocats et pour les requérants en général dans les affaires environnement. Vous le savez très bien que sur la base des articles 34 et 35 de la CEDH, il faut que la personne, le requérant, soit victime des violations. Comment on plaide victime dans les matières environnement? S'il y a eu un procès, s'il y a eu une violation contre la torture, etc., acte de torture, c'est plutôt, il y a une autre philosophie. Matière d'environnement, c'est comment on mesure l'impact. Et si on va au fond, comment prouver le préjudice? Quel est le préjudice que les requérants ont subi? C'est ça le cœur du problème. Et dans ce cadre-là, on peut voir 2 catégories d'affaires. La première, c'est les affaires pollution, donc, acoustique, parce que c'était la première Lopez Ostra, mais même nuisance de tout type. Et la deuxième, c'est les affaires changement climatique, donc il a été mentionné par mes collègues. Sur les affaires pollution, qui commencent, comme je l'ai dit, avec Lopez Ostra, c'est très intéressant et je pourrais mentionner une affaire qui me plaît particulièrement, qui a été portée par un confrère italien, Anton Giulio Lano, qu'on le connaît très bien, qui concernait une aciérie dans le sud de l'Italie, à Taranto, et il y avait 180 requérants. Et c'était très intéressant de voir comment les avocats ont réussi à convaincre la Cour que les requérants étaient victimes d'une violation de l'article 8. D'un côté, c'était facile dans une certaine mesure parce qu'il y avait des actes du gouvernement italien qui disaient que certains villages autour de l'aciérie, c'était des zones à protection spéciale. Mais pour le reste, il n'y avait pas d'acte de la part des autorités italiennes. Donc les avocats italiens, l'avocat Lana, ils ont pris des expertises, des examens médicaux, ils ont pris même des statistiques qu'on a parlé ce matin. Donc le taux des maladies cardiovasculaires, oncologiques, etc., dans les régions concernées, ils ont réussi à convaincre la Cour qu'effectivement, dans certains villages, il y avait un tel décalage de ces statistiques qu'il n'y avait pas d'autre raison que l'activité des usines, il va donc des aciéries, il va dans
dans cette affaire précise. Donc ça m'a semblé vraiment intéressant. Dans ce cadre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc il y a 1 heure que je viens de le lire, il y a la publication d'une autre affaire contre l'Italie, Locascia contre l'Italie, qui concerne le traitement de déchets dans la zone de Campania, Caserta, etc., où la Cour trouve encore violation de l'article 8. Et là aussi, j'ai vu brièvement que c'est très intéressant la question de la qualité de victime. La Cour encore dit, pour certains villages, les requérants donc, qui habitent dans certains villages sont des victimes, les autres ne sont pas de victimes. Donc elle entre vraiment dans l'analyse des faits, au fond, comment ça s'est passé. Et ça m'amène aussi, mais je n'entre pas sur le fond des affaires changement climatique, mais seulement du point de vue de la qualité de victime. Sur les affaires changement climatique, qui est la victime? Et c'est très intéressant de comparer les 2 affaires. Donc l'affaire Verenkleima de mars dernier contre Suisse et l'affaire Duarte de Agostino de septembre dernier. Vous allez en parler? Non. OK. Donc, c'est très intéressant de noter que dans l'affaire Verenkleima, étaient des requérantes qui étaient anciennes, en âge avancé, et elles disent que, vu l'âge, les changements climatiques nous impactent davantage. Bon, ça, c'était en mars. Maintenant, en septembre, il y a Duarte de Agostino, des jeunes, qu'ils ont dit, vu l'âge, donc nous on est jeunes, on va subir pour une période beaucoup plus longue l'effet des changements climatiques. Donc ça sera extrêmement intéressant de voir comment la Cour va combiner la qualité de victime, je ne sais pas vous dire, mais entre les 2 catégories de personnes en fonction de l'âge. Ou l'autre réflexion que j'ai eue du point de vue de la qualité de victime dans l'affaire Duarte de Agostino. L'affaire est portée contre 33 États. La première question que je me suis posée en lisant les faits de l'affaire, c'est pourquoi pas contre 47? Parce que l'affaire a été présentée devant la Cour en 2020, quand la Russie elle était dedans. Je ne sais pas. Donc on va voir les commentaires plutôt, parce que je ne crois pas que la Cour elle va faire une analyse de ce type. Mais aussi, et encore, la question c'est comment les activités industrielles, mettons de l'Estonie, qui est partie dans l'affaire, impactent le changement climatique et l'augmentation de température en Portugal. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant à voir, mais je ne sais pas vous dire comment la Cour elle va résoudre ça. Et dans ce cadre-là, encore dans le cadre de la qualité de victime, les affaires environnement ont un autre élément qui va aussi jouer. Et je me réfère à l'affaire Hatton et autres contre le Royaume-Uni, les vols de nuit dans l'aéroport de Heathrow, où la Cour elle a insisté en grande chambre, en reversant la solution de la chambre, que l'intérêt économique qui représentait l'aéroport de Heathrow pour l'économie britannique jouait dans ce type d'affaires. Donc ça, c'est un élément assez intéressant à prendre en compte. Et le dernier point, comment les avocats et les juges peuvent ou doivent s'orienter dans les affaires environnement. Bien entendu, un avocat veut toujours, premièrement, gagner l'affaire. À la fin, les requérants demandent toujours « qu'est-ce que je vais gagner ?» Juste la déclaration d'une violation, quelle sera la suite? D'où la question, qu'est-ce que l'avocat doit demander à la Cour concrètement? Doit-il demander un préjudice matériel? Comment le mesurer dans les affaires environnement? Les frais médicaux, éventuellement, s'il y en a?
Ça, c'est un point extrêmement difficile. D'ailleurs, j'ai contrôlé hier, l'affaire Cordella, rendue en 2019, n'a pas encore été exécutée sur l'article 41, même le dommage matériel. Deuxièmement, doit-il demander un dommage moral? Encore une fois, comment le mesurer? C'est très difficile. Ou, et j'en termine, doivent-ils demander des mesures positives individuelles, donc arrêter la pollution, éventuellement, ou arrêter la production industrielle pour être conforme aux normes des accords de Paris, ou des mesures générales, donc adopter une législation. Donc c'est un domaine, comme c'est dit, qui nous pose vraiment beaucoup de questions, et on attend avec impatience les réponses de la Cour dans les deux affaires célèbres qui viennent d'être entendues il y a quelques semaines. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Lady pour ce panorama de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc maintenant, je vais poser une question très simple à Frédéric Bab. Le futur procureur européen vert sera-t-il l'allié de l'avocat? Merci beaucoup. Merci d'abord de m'inviter à ce 40e anniversaire de la délégation des barreaux de France. Merci, Monsieur le Président. Merci, Laurent, puisque par ailleurs, on se connaît assez bien tous les deux pour animer ensemble un cycle d'études judiciaires européens avec le soutien de l'École nationale de la magistrature. Avant de répondre à cette question, en descendant la rue pour venir jusqu'à ce bâtiment, certains d'entre vous ont sans doute aperçu au-dessus d'un bâtiment public une pomme verte, ce qui n'a rien de surprenant en réalité à Bruxelles, qui est la patrie de la bande dessinée. Mais pourtant, si vous parlez à un procureur français, par exemple, ou allemand, ou belge, ou néerlandais, si vous lui dites demain, il faudra cohabiter avec un procureur européen spécialisé dans la défense de l'environnement, ce sera à ses yeux aussi incongru que cette pomme verte sur le bâtiment à Bruxelles. Encore que, si vous reprenez ce même procureur 10 ans plus tard, une fois que le parquet vert européen aura été mis en place, qu'il aura commencé à fonctionner et qu'il aura produit ses premiers résultats au niveau opérationnel, pour lui, ça deviendra tout à fait normal, au fond, cette pomme verte sur le toit d'un bâtiment public à Bruxelles. Si nous envisageons aujourd'hui de créer un parquet vert européen, a green EPPO, il faut d'abord remplir une première condition qui est la nécessité de pouvoir disposer d'une base légale harmonisée. Vous êtes d'accord? Harmonisée dans tous les États membres. Pour reprendre l'image que vous avez utilisée, Madame la Ministre, au début de votre intervention, c'est un long escalier avec plusieurs marches à franchir. La première marche pour nous est celle-là, c'est-à-dire pouvoir nous appuyer sur un certain nombre d'infractions couvrant l'ensemble des atteintes à l'environnement et qui fassent l'objet d'une transposition harmonisée dans tous les États membres. Sinon, on ne peut pas se comprendre et on ne peut pas travailler ensemble. Vous avez une première directive qui a été adoptée en 2008. J'en ai un souvenir ému, c'était la première marche de l'escalier. Parce que c'est moi qui ai présidé le groupe de travail à Bruxelles, c'était pendant la présidence française de l'Union européenne,
Et j'ai été chargé de présider aussi ce groupe sur la coopération judiciaire pénale, sur ce projet de directive qui, à l'époque, n'intéressait absolument personne. Aucun intérêt, aucune couverture médiatique, un tout petit résultat obtenu. Et quand je vois aujourd'hui le nouveau projet qui se négocie actuellement à Bruxelles, on mesure quand même les extraordinaires progrès qui ont été accomplis entre-temps. Aujourd'hui, nous avons un texte ambitieux qui va du trafic de déchets jusqu'aux pollutions maritimes, en passant par la pollution de l'air, le trafic des espèces protégées, le trafic de bois, bref, qui nous donne déjà une image, une empreinte très large sur l'ensemble des atteintes possibles à l'environnement, en tout cas celles qui méritent une réponse pénale, avec également des dispositions évidemment sur les peines encourues, sans quoi cette directive n'aurait pas d'intérêt, donc une harmonisation des peines encourues en fonction de la gravité des infractions visées, des dispositions également sur les règles en matière de prescription. C'est important, ça, les règles en matière de prescription, parce qu'en réalité, ça peut changer beaucoup d'un pays à un autre. Et puis aussi des règles sur la responsabilité pénale des personnes morales, parce que c'est là que ça se joue en vérité. On peut toujours poursuivre des dirigeants d'entreprise, mais en réalité, une fois que ces personnes sont poursuivies, ils n'intéressent plus personne. D'ailleurs, ils ont déjà quitté l'entreprise. D'ailleurs, ils sont tellement... Et en fait, ça arrange tout le monde. D'accord ? Ça permet de faire monter une nouvelle génération à la tête de l'entreprise concernée. Et à la fin, ce ne sont pas eux, en réalité, les cibles réellement utiles, si on veut que la répression soit efficace, mais l'entreprise elle-même. Et vous verrez que dans ce projet de directive, une possibilité est laissée aux États membres de ne pas recourir à des infractions pénales, mais d'utiliser des infractions administratives. C'est une disposition qui mérite réflexion. Je pense que là, il y aurait un progrès possible dans le champ de l'harmonisation. Et puis encore quelques dispositions de protection sur les whistleblowers, sur les lanceurs d'alerte. Bref, vous avez un texte ambitieux, c'est une négociation qui n'est pas simple, mais on pouvait s'y attendre. En ce moment, les discussions achoppent sur l'infraction d'écocide. On trouvera une solution politique. On est en phase de trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Et je suis certain qu'à la fin, nous trouverons un accord politique, étant précisé que dans ce domaine, comme dans tous les autres, il faut parfois savoir se contenter d'une ambition un peu mesurée. Voilà. Si on veut un résultat politique à la fin, il ne faut pas toujours viser trop haut. Donc c'est la première condition à remplir. La deuxième condition pour que cette protection de l'environnement par le droit pénal soit efficace, il faut la confier à des autorités de poursuite. Et c'est là que le procureur entre dans ce couple, non pas idéal, mais infernal en vérité, de l'avocat face à la protection de l'environnement. Vous avez une première solution qui est de confier cette poursuite aux autorités judiciaires nationales, aux autorités judiciaires des États membres. Vous pouvez même les spécialiser dans ce domaine et leur donner quelques moyens supplémentaires. Reste que vous restez dans un système intergouvernemental, qu'on le veuille ou non. Autrement dit, un système dans lequel, à la fin, les intérêts nationaux primeront sur un intérêt supérieur, sur un intérêt européen, sur l'intérêt que nous, j'ai l'impression, nous essayons tous, à notre mesure, de défendre. Je vais vous donner un exemple, très vite. La fraude au moteur diesel de la marque Volkswagen, le Dieselgate, ça a été un dossier majeur, celui-là.
J'étais membre national français à Eurojust à l'époque où le dossier a éclaté, le scandale a éclaté, le bureau allemand a ouvert un dossier à Eurojust, le bureau français saisi par les juges d'instruction du pôle de santé publique de Paris a ouvert lui aussi un dossier, d'autres États membres ont ouvert des dossiers. À l'arrivée, que s'est-il passé? Il faut le dire, c'est un échec de coopération. J'en parle d'autant plus librement que les juges d'instruction français avaient adressé un courrier aux parties civiles pour déplorer le manque de coopération de la part des autorités allemandes. Courrier qui a été évidemment publié le lendemain dans la presse. Et donc, si vous faites une petite recherche, en 2018, vous retrouverez des articles sur le sujet dans Le Parisien et, si je ne m'abuse, dans Le Figaro. Donc tout ça est absolument public. Est-ce qu'on peut arriver à dépasser, comment dépasser ces obstacles-là qui sont inhérents, j'allais dire consubstantiels, comme on dit sur France Inter, au système intergouvernemental? Mais il y a une seule façon de dépasser ces difficultés-là, c'est de transférer la compétence au parquet européen. Parce qu'alors là, avec le parquet européen, nous, pour le coup, on ne connaît plus les frontières. C'est un système de coopération judiciaire totalement intégré au sein des 22 pays qu'il compose, et un système dans lequel nous n'utilisons plus les instruments de coopération judiciaire, la décision d'enquête européenne, la collecte des preuves se fait de manière totalement intégrée. Et les procureurs européens délégués des différents pays concernés travaillent en équipe. Et d'ailleurs, parfois, pour aller plus vite encore, nous ouvrons une enquête dans un pays dans lequel nous voulons collecter de la preuve. Vous voyez, donc là, vous avez un système qui est redoutablement efficace, mais surtout un système qui porte en lui-même, parce que c'est sa mission, un intérêt collectif européen. Aujourd'hui, c'est la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Demain, ce pourrait être la violation des mesures restrictives, des sanctions européennes prises contre les pays qui représentent en eux-mêmes une menace pour la paix ou pour les droits fondamentaux. Et après-demain, parce que c'est quand même une perspective de moyen terme, ce pourrait être un parquet vert européen. La proposition a déjà été officiellement faite par le Parlement européen, la présidente de la Commission européenne. Au-delà de son agilité et de son efficacité, ça présente quel intérêt sur le plan opérationnel? À partir du moment où vous créez un parquet européen, vous créez une nouvelle priorité, non seulement politique, mais de politique pénale. Je vais vous donner un exemple. Dans le champ de la protection des intérêts financiers, quand nous avons débuté notre activité le 1er juin 2021, le bureau français a repris en tout et pour tout, vous savez combien de dossiers? 4. Il y en avait 4 en cours sur lesquels le parquet européen pouvait exercer sa compétence, puisqu'évidemment, le parquet européen a un pouvoir d'évocation sur les dossiers déjà ouverts, à partir de 2017. Aujourd'hui, nous avons 120 dossiers en cours et nous avons traité en tout 288 dossiers. Voilà, c'est ça ce que permet la création du parquet européen, ce qu'il a permis dans le champ de la protection des intérêts financiers, c'est de faire de la protection du budget de l'Union européenne une véritable priorité de politique pénale. Et là, ça change tout. Parce que les gens savent à qui s'adresser, les autorités de gestion, les administrations, les régions qui gèrent les fonds européens, qui jusque-là ne savaient pas comment traiter les signalements de fraude qu'ils décelaient eux-mêmes ou qui leur étaient transmis, aujourd'hui savent qu'ils ont un interlocuteur qui est le parquet européen, qui pourra
traiter les signalements et prendre en charge lui-même directement les poursuites. Cela étant dit, si nous voulons que ce projet un jour prospère, il faudra en faire un objet politique. Parce que toute extension de compétences du parquet européen est soumise à une décision unanime du Conseil européen, c'est-à-dire tous les États membres, au plus haut niveau politique possible, chefs d'État et de gouvernement, y compris ceux qui ne participent pas au parquet européen et qui ont un droit de veto sur tous les projets d'extension de compétences du parquet européen. Et donc il faudra le rendre admissible. Admissible. C'est exactement la réflexion qu'on avait eue avec Christiane Taubira en 2013. J'étais son conseiller diplomatique à l'époque, quand nous avons lancé le projet de parquet européen. Il fallait le rendre politiquement acceptable. Si on ne raisonne pas comme ça, si on reste dans le bleu du ciel, comme dirait Nietzsche, à la fin, on n'obtient aucun résultat tangible. Et donc, si on veut, dans un premier temps, créer un parquet vert européen, peut-être faudrait-il limiter cette extension de compétences à ce qui ressort naturellement de la compétence d'un parquet, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité organisée environnementale. Les grands trafics de déchets, de bois, d'espèces protégées, qui génèrent des bénéfices faramineux avec un risque pénal extrêmement faible par rapport à d'autres trafics, comme par exemple le trafic de stupéfiants. Si on veut donner une chance à ce parquet vert européen de voir le jour, continuons la marche au-dessus, mais faisons en sorte qu'elle ne soit pas trop haute si nous souhaitons qu'un jour, cette pomme verte sur le toit de ce bâtiment public à Bruxelles fasse naturellement partie du décor. Je vous remercie. Alors nous avons quelques minutes pour les questions. Je ne sais pas qui veut ouvrir le feu. Paul Albert, peut-être ? Il y a une question. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Bab. C'était très intéressant ce que nous avez dit. Je suis avocat au barreau de Paris. Et parfois, dans les compétences de l'EPPO, il y a des infractions qui peuvent porter plainte, que ce soit sur la corruption, par exemple, tant aux États membres qu'à l'Union européenne. Et dans un cadre comme celui-là, si une infraction porte tort tant à un État qu'à l'Europe, comment se fait le partage de compétences ? Parce que, par exemple, quelqu'un peut être victime et se constituer partie civile devant son juge national, mais je sais, par exemple, que le PPO exclut la participation des victimes. Donc, comment faire si une infraction porte atteinte à deux intérêts, ceux nationaux, la même infraction, et aux intérêts européens ? Ces intérêts marchent de conserve. Vous avez la possibilité, en tant que victime, de dénoncer les faits au parquet européen. Vous pouvez le faire au niveau décentralisé à un bureau du parquet européen dans un des 22 États membres qui composent le parquet européen. Vous pouvez le faire aussi au niveau central, c'est-à-dire à Luxembourg. Adresser un signalement à Luxembourg, ça nous arrive tous les jours. Nous recevons des signalements de toutes les sources d'informations possibles. Voilà. Ça peut être une administration gestionnaire de fonds européens, ça peut être un service d'enquête, ça peut être un service de renseignement financier pour la France Tracfin, ça peut être une personne privée. Excusez-moi, ça ne marche plus. C'est pas ma question, c'est de savoir comment on ne peut pas être partie civile au niveau. Si quelqu'un se porte partie civile au niveau national pour une infraction dont il peut être, en tant que ressortissant d'un pays, victime. Et si cette infraction porte atteinte aussi au niveau européen,
Comme il n'y a plus de victimes au niveau européen, que devient ma victime en fait? Comment mettez-vous en balance les intérêts des États et les intérêts européens et que faites-vous des victimes dans les États? Notamment, par exemple, pour les questions environnementales. Comme vous le voyez, ça porte atteinte à la qualité de l'air à chacun d'entre nous, par exemple. Vous me dites, c'est au Luxembourg, ça peut être ressenti en France. Par n'importe qui en France qui respire de l'air, si vous voulez. Il y a une certaine exclusion, c'est ça le fond de ma question, à mon sens, des victimes parties civiles. Non. Vous savez quoi? La première conférence que j'ai donnée sur le parquet européen après ma nomination, c'était devant le Conseil national des barreaux. Parce qu'il me semblait que pour mettre en place un nouvel organe judiciaire européen, il était impossible de le faire sans un dialogue étroit avec les avocats. Et c'est un dialogue que nous avons poursuivi ensuite, puisque nous, dans le système français, le système est centralisé à Paris, un dialogue que nous avons poursuivi avec la bâtonnière de Paris, Julie Couturier, et avec le vice-bâtonnier, évidemment, Vincent Nioré, spécialisé en matière pénale. Ce que vous dites me surprend un peu, parce qu'en réalité, le parquet européen, dans les dossiers qu'il traite aujourd'hui, n'exclut jamais les victimes. Jamais. Si vous avez un préjudice personnel à faire valoir, vous pourrez le faire valoir dans le cadre d'une procédure suivie par le parquet européen, puisque nous inscrivons notre action dans le cadre procédural national. D'accord ? Donc c'est le cadre procédural français qui va s'appliquer. La seule différence par rapport au Code de procédure pénale français, mais qui va, vous, les avocats, beaucoup vous intéresser, et sans doute de plus en plus, c'est que nous avons écarté du champ de compétences du parquet européen, nous avons écarté le juge d'instruction. C'est le premier point que j'ai fait trancher par Christiane Taubira quand on a commencé à réfléchir un peu sérieusement au parquet européen, en disant « Madame la ministre, si vous voulez aller dans cette direction-là, il faudra prendre le risque politique. » En réalité, ce n'était pas un risque politique, mais c'est ce qu'on imaginait à l'époque, d'écarter le juge d'instruction du champ de compétences du parquet européen. Cependant, nous avons gardé dans la loi de transposition française, qui est très bien faite sur ce point, nous avons gardé le cadre procédural de l'information judiciaire, entièrement. D'accord ? Entièrement. Sans rien retrancher. La seule différence, c'est que les pouvoirs du juge d'instruction ont été redistribués entre le procureur européen délégué d'une part, qui va exercer à son niveau tous les pouvoirs du juge d'instruction qu'un procureur peut exercer, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, notification des charges, mise en examen, et puis audition, interrogatoire des personnes visées dans l'information judiciaire. Et puis aussi placement sous contrôle judiciaire, où là on se situe quand même à l'extrême limite de ce qu'un procureur peut faire. Et pour le reste, c'est le juge des libertés et de la détention. Mais, encore une fois, dès lors que vous avez un préjudice distinct ou personnel à faire valoir, rien n'interdit qu'une partie civile puisse faire valoir ses droits dans une procédure ouverte par le parquet européen. D'accord ? Donc, si on prend un exemple de pollution maritime, par exemple, il peut y avoir en effet deux intérêts à protéger, un intérêt national représenté par un État, et puis l'intérêt des victimes privées, des personnes privées qui ont, par exemple, subi personnellement une pollution maritime. Voilà. Aucune difficulté. Corinne, tu veux intervenir ? Non ? Y a-t-il une autre question ?
Alors, peut-être une question à Jessica là, sur l'affaire qui a été plaidée il y a très récemment devant la Cour européenne, là, sur l'affaire portugaise. La notion de victime pour les jeunes qui étaient les requérants individuels, comment faire admettre effectivement cette qualité à ces jeunes victimes, toutes mineures, hein, ou beaucoup d'entre elles, et Lydie l'a bien expliqué, comment peut-on obtenir le statut de victime devant la Cour européenne des droits de l'homme? Bon, sur l'article 34 de la Convention des droits de l'homme, il faut qu'on soit victime, et ça veut dire qu'on est affecté directement par les faits. Mais avec le cas Klima Seniorinnen, c'était 2000 femmes qui avaient plus que 65 ans de l'âge, et comme vous avez dit, avec Agostino, c'était les jeunes. Et ces vieilles dames avaient prouvé aussi, en fait, c'était même le témoignage du gouvernement suisse, que les femmes âgées sont beaucoup plus affectées par la chaleur que d'autres personnes. En fait, ça cause des maladies très, très problématiques, souvent si on a un problème de cœur et des choses comme ça. Et en Suisse, en fait, ils ont déjà souffert une augmentation de température de 2 degrés, qui est beaucoup plus que le monde. Alors, ces femmes-là, en fait, je crois ils auraient... Bon, je ne devrais pas dire ça, mais c'est possible qu'ils vont réussir cette test de victime. Avec les jeunes, ils ont fait à peu près le même argument. Mais ils n'avaient pas l'avantage qu'ils n'avaient pas fait l'écart en Portugal, ni dans les autres 30, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était 33 ou 35, mais à peu près ça. Alors, eux, ils n'ont pas cette évidence, témoignage ou évidence. Alors, je crois que ça serait plus facile pour ces femmes suisses de montrer. Et en fait, parce que le cas était de dire que c'était sous article 2 et article 8, en disant que le gouvernement suisse avait une obligation de prendre des mesures pour protéger ces femmes contre les risques qui sont déjà là, mais qui viennent aussi dans le futur, et on peut voir la trajectoire, c'est imminent. Alors là, je crois que c'est plus facile que dans le cas de Agostino. Oui, je voudrais rajouter 2 mots. Le premier, il y a une troisième affaire qui pose une question différente, qui est l'affaire de Damien Carême, qui est une personne physique, ancien maire d'une commune, menacée de submersion. Donc, la commune, on sait qu'elle va être submergée. Est-ce qu'il est une victime ou pas? Et cela pose une question plus large, c'est est-ce que dans ces affaires de droit climatique, la notion de victime peut être regardée avec les critères habituels? Alors, l'action populaire n'est pas possible, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais il n'empêche que tous les êtres humains, en réalité, sont concernés par cette affaire-là. Et la question posée devant la Cour européenne, elle a déjà été posée devant de nombreuses juridictions. En Allemagne, dans l'affaire Neubauer, il y avait, 1500 requérants individuels qui n'avaient pas de préjudice particulier. Alors, c'est un tout petit peu différent parce que c'est un recours devant la Cour constitutionnelle. Donc, citoyen allemand, on a le droit d'aller devant la Cour constitutionnelle. Encore faut-il prouver un préjudice. Et la Cour a considéré qu'eux tous étaient susceptibles d'avoir un préjudice. La question s'est posée en Belgique, où il y a un arrêt qui a été rendu. Oui, c'est un arrêt de la Cour d'appel, où le même type de question a été posée. Là, ce n'était pas devant la Cour constitutionnelle. Et les requérants individuels ont été admis.
Donc, il y a beaucoup de décisions de par le monde où les individus ont été admis au principe que, ils étaient tous concernés, vieux ou plus jeunes. Alors, ça met par terre, effectivement, les concepts habituels sur lesquels on travaille, qui n'est pas d'action populaire. Ceci étant, dans le cas où tout le monde est victime potentielle, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a un deuxième point sur lequel je voulais revenir, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est la question de l'impact de la question climatique. Cette question-là, elle a été tranchée par Urgenda, dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle a été tranchée dans toutes les juridictions de la même manière, consistant à dire on a tous sa part à faire. Donc, est-ce que vous avez fait votre part ou pas? Parce que si on commence à dire mais je représente qu'1%, je représente que 2%, je représente que 3%, et que tout le monde dit ça, personne ne fera rien. Donc la position qui a été prise par la Cour suprême néerlandaise et qui a été ensuite adoptée à peu près partout dans le monde consiste à dire chacun sa tâche. Vous avez un objectif, vous le tenez. Et peu importe, du point de savoir, si c'est 1%, 0,5%, et parce que c'est une pollution qui est planétaire. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une pollution de l'air qui va être locale, où là, effectivement, pollution de l'air locale, c'est les personnes qui sont dessous qui sont concernées. Là, on est dans un cas de figure qui est très très différent, et cette question climatique, il me semble qu'elle rebat énormément de cartes juridiques. Et en fait, je peux rajouter à ça que le président, dans le cas en climat, elle a même demandé, je crois que c'était une dernière question, elle a même demandé, mais est-ce qu'on devrait changer cette règle de actio popularis? Parce que est-ce que ça marche maintenant? Est-ce qu'on devrait quand même laisser les NGO ramener les cas? Bien sûr, ils ont peur parce qu'ils ont 800 milliards de personnes et c'est pas tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'avec Agostino, il y a quand même aussi un problème de juridiction parce que c'est vrai que dans Urgenda et Neubauer, ils ont décidé que chaque État a une obligation et là, on a le causation. Mais en Agostino, est-ce que l'Estonie, est-ce que les gens en Portugal peuvent dire qu'ils sont dans la juridiction de l'Estonie pour la question de changement climatique? Et ça, je trouve que ça c'est une frontière difficile à traverser, quoi. Eddy? Donc, une autre question, parce que vraiment, Duarte de Agostino a chamboulé toutes les portes. Hein. Il faut aussi mentionner le fait que, vous savez, pour arriver à Strasbourg, il faut épuiser les recours internes. Dans Duarte de Agostino, il n'y a rien d'épuisé, dans aucun État. Et ça, c'est un autre point qui est extrêmement intéressant. Parce que cette affaire-là, normalement, dans toutes les autres circonstances, aurait été juge unique. Hein. Donc, irrecevable, non-épuisement, tout à fait clair, sans aucune difficulté. Alors là, l'affaire arrive jusqu'à devant le Grande Chambre. Et ça concerne 33 États. Et les requérants, ils plaident que c'était pratiquement pas possible d'épuiser dans chaque État les procédures internes. Donc vraiment, le droit de l'environnement ouvre une dimension tout à fait différente. Et la question, c'est est-ce que vraiment l'actio popularis, il doit être accepté ou pas dans ces situations? D'où la conséquence. Est-ce que la Cour européenne va ouvrir les portes avec potentiellement des millions de requérants dans ce type d'affaires? Donc, reste à voir, affaire à suivre. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause d'une dizaine de minutes avant de revenir pour la dernière table ronde. Et ensuite, nous entendrons le commissaire Didier Reynders qui arrive à 17h. À tout à l'heure.